Bonjour à toutes et à tous, si vous découvrez cette émission en ce 21 juin, un jour où on vous la diffuse pour la première fois, c'est le jour de la fête de la musique, le premier jour de l'été, et c'est pour ça qu'on va aborder avec toute l'équipe habituelle des chroniqueurs des sujets en lien avec ces deux thématiques. Et les chroniqueurs, ce sont, vous en avez l'habitude, Caroline, salut. Bonjour à tous. Jackie. Salut. Salut. Mathieu, là en dessous. Hello. Et nous avons le plaisir de recevoir un invité de prestige, Nicolas Pirat, bonjour. Salut Aurélien, bonjour. Donc, tu es le programmateur de la Foire au Vin de Colmar. Avec toi, on va découvrir les coulisses de la programmation d'un festival. Qu'est-ce que le métier de programmateur? Comment on y accède? Et nous avons donc, on vous le disait, des sujets bien estivaux et notamment les différents endroits où on peut pratiquer des sports nautiques qu'on ne soupçonnerait pas en Alsace. Et si on vous parle de l'Alsace, c'est parce que c'est d'ici qu'est enregistrée l'émission, à Colmar, à l'espace Auguste. Nous allons aussi proposer à un chef de relever le défi de réaliser une recette en 4 minutes. Et puis, autre sujet, avec toi, Jackie, on va tester une moto. Ce sera quel engin? Une Honda CL500. Ah, ça fait envie. Et puis, si cette émission s'appelle la 21e, c'est parce qu'à la 21e minute, vous allez pouvoir gagner plein de cadeaux. Alors, restez avec nous jusqu'au bout. On lance le chrono. Vous serez averti par le buzzer que c'est la 21e minute. Ça y est, c'est parti. Et pour commencer, comme promis, on va se jeter à l'eau du côté de Village Neuf, à la base nautique des Trois Frontières. C'est tout près de Bâle, où on peut pratiquer le voilier. Ça, c'est assez classique, mais aussi d'autres disciplines plus inédites, comme vous allez le voir à l'écran, le wake surf, le wakeboard ou le ski nautique. On peut également y pratiquer le téléski nautique. Alors ça, c'est un tout petit peu plus loin, c'est du côté de Bartenheim à List Park. Le téléski nautique, comme le porte son nom, c'est du ski nautique, mais au lieu d'être tracté par un bateau, on est tracté par un câble. Est-ce que c'est le type de discipline que vous aimeriez tenter l'un ou l'autre? Alors, pas du tout. Ok, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moteur? Parce qu'il n'y a pas de moteur. Et pourtant, avec le bateau aussi, Caroline, ça te branche? Moi, ça me branche, mais par contre, j'ai pas du tout d'équipement. Donc, est-ce qu'il est possible de louer sur place ou de se faire prêter du matériel? Ah oui, là, le matériel, c'est surtout un gilet de sauvetage et des bons bras. Alors ça, les bras, on peut pas se les faire prêter. Un maillot de bain aussi. Un maillot de bain, mais ça, en général, on en a chacun dans son équipement. Toi, tu as déjà essayé, Nicolas, aussi, ce genre d'activité? Non. Si, j'ai fait du ski nautique sur le Rhin, étant plus jeune. Mais c'était une très courte expérience. D'accord. Mais très chouette. Ah, ça aussi c'est très chouette, vous allez le voir à l'écran, là c'est l'hydrospeed, donc c'est des petites planches en mousse qui permettent en nageant de dévaler des pentes. Ça se pratique du côté d'Huningue à... comment ça s'appelle de nouveau à Huningue? Le parc des eaux vives. Merci Mathieu de me le rappeler, le parc des eaux vives. Donc ça c'est assez sympa, c'est une rivière artificielle avec du courant, il suffit de la descendre, après on sort de l'eau, on remonte le petit parcours par un chemin qui jouxte cette rivière et on peut faire ainsi de suite plusieurs circuits, ce qui est très avantageux par rapport à des rivières naturelles, que ce soit dans les Alpes où ça se pratique plutôt pas mal ou dans les Pyrénées, c'est qu'il y a toujours assez d'eau parce que ailleurs, des fois, on fait ça sur des cailloux, on ressort, on a les genoux complètement esquintés et puis là, vous voyez, toujours à Huningue, on peut aussi s'adonner au canoë en mode plutôt sportif, au kayak également. Et là, c'est moi à l'écran, tiens. C'est du kayak, mais en mode beaucoup plus à la cool. C'est entre Célestat et Guémar, on peut faire des descentes de rivières. Donc on descend ces rivières, on est dans le sens du courant, donc ça nécessite pas trop d'efforts, c'est pas trop sportif. Et après, une camionnette nous remonte avec le canoë jusqu'au point de départ pour récupérer sa propre voiture. Donc c'est une discipline plutôt assez tranquille. On peut aussi la faire du côté de Plopsheim pour aller jusqu'à Strasbourg. Et c'est très facile à manier. Vous voyez, c'est ce sens de l'équilibre assez incroyable. Là, la planche à voile, ça c'est un peu plus compliqué de trouver des spots pour la pratiquer en Alsace, bien qu'on puisse en faire à Renningue ou à Markolsheim. Alors l'alternative, c'est le paddle. Paddle qu'on peut faire accroupi ou debout. C'est en gros la planche à voile sans voile, mais avec une rame. C'est hyper facile d'accès. Là, ça se situe au niveau de la base nautique de Colmar-Houssen, où en arrière-plan, il y a aussi tout un espace de jeu pour enfants. Et voilà, tout ça, on peut le pratiquer en Alsace ou dans les Vosges. Est-ce que vous imaginiez qu'il y avait une telle densité de sport nautique dans le secteur? Moi, surtout, j'ai une question. Est-ce qu'on peut le pratiquer partout, sur tous les plans d'eau
Alors certaines disciplines paddle, par comme exemple. le paddle, il me semble que oui. Après, je suis pas spécialiste dans la législation. Pas qu'il y ait trop de vagues. Par Quoique contre, ça se pratique en mer, je C'est crois. vrai Mm. Ok. on peut le faire en mer aussi. Mais il y a des zones, des plans d'eau privés où on ne peut pratiquer que les activités proposées par les gens qui possèdent ces sites. Après, le kayak, a priori, sauf site protégé, on peut le faire un petit peu partout. Mais tout ça, bien sûr, est à vérifier. Et c'est ouvert à tout public. Un débutant peut pratiquer tous ces sports, tous les sports que tu nous as proposés? Ah bah, on n'a pas vu d'image, mais par exemple, le rafting, je pense que c'est pas très indiqué pour des enfants parce que ça Alors, secoue beaucoup. si on peut, je peux me passer permettre, par-dessus bord. Si je peux me permettre, au niveau du parc des eaux vives, donc le rafting, c'est uniquement avec accompagnant, donc il y a quand même une équipe et les enfants peuvent en faire. Pareil pour l'hydrospeed, on n'y va pas comme ça tout de suite parce qu'il y a quand même du courant, hein, ça a l'air Oui. sympa, hyper. Mais en fait, on bataille bien dans l'eau. J'ai eu la chance de pouvoir pratiquer ça. Et pareil, il y a une petite initiation à faire un petit peu avant et après, moi j'ai vu des gamins de 8 ans y aller sans problème. Il faut peut-être savoir nager aussi. Ouais, faut ça. Bien sûr, c'est la condition de départ. Ouais, j'aurais peut-être dû commencer par là. Effectivement, il vaut mieux. En tout cas, passer du temps dans l'eau, ça creuse. Alors voici venu le moment de se restaurer. On va prendre la direction du Pantographe à Mulhouse au KM0 où on a proposé, comme je vous le disais dans le sommaire, au chef Étienne Niquet, co-gérant du restaurant, de réaliser une recette en 4 minutes. Alors, a-t-il relevé le défi? On va voir ça tout de suite. We don't always add up, but somehow we're always enough. 7, 8, 9, 10, baby, here we go again. If this is just a fraction of what lies ahead, then count me in, 'cause you know. Bonjour Étienne. Bonjour Mathieu, bienvenue au Pantographe. Alors, on t'a donné le défi de réaliser une recette en un peu plus de 4 minutes. On va laisser 4 minutes et quelques. Et puis donc là, t'es parti tout de suite. Qu'est-ce que tu vas nous préparer? Aujourd'hui, on va faire une coque de saumon. Alors, il peut être fumé ou mariné avec quelques petits légumes verts, une ricotta ou une feta à l'intérieur, un fromage un peu plus doux aussi également. Ensuite, on va mettre quelques fruits rouges, des herbes aromatiques et un petit coulis de framboise. Alors là, ce que tu vas faire déjà dans un premier temps, c'est de mettre... On cuit les légumes verts pour faire la farce de la coque. Ensuite, je vais commencer à mariner mon saumon qui est ici. Alors, on peut faire différentes formes. Ça peut être un petit peu plus gros ou un petit peu plus fin. Tout dépend si on l'utilise en amuse-bouche, en plat principal ou en entrée. Ça peut être les trois. Ça peut être les trois. Après, on peut même changer la farce. On peut rajouter des crevettes. On peut se faire plaisir avec les produits qu'on a. Voilà les petits légumes verts. Moi, je vais rajouter un petit peu de feta dedans. Elle n'est pas très forte au niveau fromage, mais elle a plus de consistance. Ça, c'est pareil, on peut modifier Exactement. selon ses goûts, quoi. Exactement. Un petit peu de fleur de sel. Et ensuite, on va réaliser notre... Voilà, 2 papiers film, toujours. Et on va réaliser la coque avec la farce à l'intérieur. Ceci, on peut le préparer bien d'avance si vous avez des convives. 24 heures à l'avance, sans problème. Et on le met au frais. Ensuite, nos petits fruits. Alors, j'ai choisi des framboises, des petites myrtilles, quelques tomates cerisettes et un petit peu de pastèque. Donc ça, c'est pareil, on peut On peut ce qui est changer. en saison, quoi. Exactement, on peut mettre des fraises, des bois, on peut se faire plaisir avec les produits de saison. Là, quelques petits dés de pastèque pour apporter de l'humidité et de la fraîcheur. Et alors, ce que tu as mis comme liquide, là, Un petit vinaigre de framboise pour rappeler le produit. Là. Un petit peu d'huile d'olive. Toujours une petite pincée de fleur de sel. Et on va commencer le dressage de notre assiette. Donc, tout simplement. Alors, pour rappel, le Pantographe, c'est à Mulhouse, c'est au niveau du KM0.
Et vous êtes non seulement un restaurant, mais en plus vous proposez depuis le départ, hein, si je ne me trompe pas, des plats à emporter. Exactement, on est ouvert du lundi au vendredi et tous nos plats sont proposés à emporter. Donc là, j'ouvre simplement ma coque de saumon, un petit peu d'huile d'olive. On peut rajouter du citron si vous le souhaitez. Et là, on va se faire plaisir avec les herbes aromatiques, donc qui soient à la fois acidulées, anisées, et ça va égayer notre plat. Ensuite, on peut rajouter aussi un petit coulis de framboise pour garder l'esprit. Et quelque chose de sympa aussi, une focaccia ou un petit pain toasté pour accompagner votre plat. Bonne dégustation. Merci beaucoup et puis bravo pour ce défi. On est à 4 minutes, pile poil. Merci à toi. Ah, ça fait plutôt envie. Mathieu, toi qui étais sur place, est-ce que le plat a été vraiment réalisé en 4 minutes ou il y avait quand même un peu de préparation au préalable pour pré-éplucher certains légumes ou fruits et en laver? Alors forcément, il y avait un petit peu de préparatif avant, comme tu peux le voir, mais c'était vraiment minime et c'est des choses qui ne sont pas forcément intéressantes à montrer à l'écran. Mais la recette a été réalisée en 4 minutes 01. Donc voilà, pour avoir fait ça plusieurs fois avec plusieurs chefs, c'est la première fois qu'on me le faisait en 4 minutes 01. D'habitude, c'est plutôt 4 minutes 35 minutes, voilà. Et c'était très bon. Et tu peux me dire ce que veut dire pantographe? Alors le pantographe, en fait c'est l'appareil, je ne sais pas comment l'appeler, qui permet de connecter les locomotives au caténaire. Au caténaire, merci. Au caténaire, ce qui permet de les relier à l'électricité pour fonctionner, quoi. Voilà. Et pourquoi le pantographe? Parce que ça se situe au KM0. Alors le KM0, c'est le kilomètre zéro. C'est là où ont été posés les premiers rails au niveau de l'Alsace pour relier, je crois, Bâle ou Thann, il me semble. Je ne sais plus exactement. En tout cas, voilà, c'était lié à une histoire textile au départ parce que le KM0, c'est l'endroit là où ils fabriquaient les locomotives et les machines textiles. Mais c'est un lieu qui n'a plus grand-chose à voir avec l'industrie textile, hein, il me semble. Toi, tu le connais bien. C'est devenu quoi, ce KM0? Alors, c'est devenu, en fait, un ensemble de plein d'entreprises qui travaillent dans la tech, essentiellement. Alors, il y a également des écoles. Hein, il y a plusieurs écoles dans le numérique qui sont là-bas. Et c'est vraiment un lieu effervescent qui est repris en exemple. Il y a des gens du monde entier qui viennent le visiter. Alors, on connaît Station F à Paris pour tout ce qui est tech, etc. Le KM0 est une des références en France. Et effectivement, il y a plein de collectivités et puis d'entrepreneurs connus mondialement qui viennent visiter ce lieu d'exemple. Voilà. Et pour en revenir quand même au pantographe, quel est le type de cuisine que proposent Muriel et Étienne, les deux co-gérants? Alors, c'est de la cuisine française, c'est du frais. Tout le temps, c'est-à-dire que voilà, tout ce que vous allez manger là-bas, c'est fait maison. Donc voilà. Et puis moi, j'ai une petite comment expliquer ça? Mon truc préféré chez eux, en fait, c'est le plat du jour, parce qu'à chaque fois, c'est une surprise et c'est toujours très très bien préparé. Ok, le pantographe, c'est au KM0, on vous remet l'adresse dans le courant de cette émission où nous avons une rubrique toujours très demandée, celle de Jackie, pour nous parler d'automoto. Aujourd'hui, c'est de moto que tu nous parles, la CL500 que tu as testée, et tu as eu énormément de chance avec le temps. Tu as pu procéder à ces essais sous un soleil radieux entre vallée de Münster et région colmarienne. Et oui, Aurélien, je scramble. Et oui, car aujourd'hui je te présente le scrambler de chez Honda. Alors si je me suis mouillé aujourd'hui pour vous, c'est pour vous présenter cette Honda CL500 qui vient compléter la gamme des 500 cm3 chez Honda. On avait le Roadster, on avait le Trail, le Custom
et la sportive. Aujourd'hui, on a un scrambler. La base de cette machine, c'est la Rebelle, la CMX 500. Le moteur, ce bicylindre en ligne de 471 cm3 qui développe 46,6 chevaux à 8500 tours minute. Ce qui nous permet aussi de l'avoir en A2 et ça c'est plutôt un point fort. L'éclairage est entièrement en LED. Surprenant, c'est ce réservoir de 12 litres qui est annoncé à plus de 300 km d'autonomie. Effectivement, il a une consommation très réduite, mais ce petit réservoir m'a un peu étonné par sa finesse et surtout au niveau du confort. J'aurais aimé que ce soit un tout petit peu plus large pour pouvoir bien serrer le réservoir, notamment dans les phases de freinage. Aujourd'hui, il est assez rare de trouver deux serrures distinctes, une pour le contact, une pour le Neumann. Alors un petit regret, c'est cette fourche qui n'est pas réglable et l'amortisseur arrière qu'on peut régler que en précharge sur 5 crans. Le compteur manque pour moi un peu de lisibilité et il manque surtout le compte-tours. Le frein avant est équipé d'un seul disque de 310 mm et des étriers avec 2 pistons. Et honnêtement, très bon feeling avec ce frein. Toujours incroyable tes sujets, Jackie. Beau finish. Quelles ont été tes sensations au niveau pilotage ? Elles ont été très bonnes, mais comme on a souvent l'habitude chez Honda d'avoir des motos plutôt saines et faciles d'utilisation, on retrouve un peu ce caractère. Quelque chose de facile, avec les commandes qui tombent bien sous les doigts. Enfin, voilà, c'est une très bonne moto. Alors moi qui ai passé mon permis il y a quelques années, je n'ai pas pratiqué récemment. Est-ce que je peux de suite monter sur cette moto ? Bien sûr, alors c'est déjà une moto qui est adaptée aux jeunes conducteurs, mais aussi aux motards expérimentés, qui est, donc, comme je le disais, assez facile, mais en plus elle a une hauteur de selle qui est de 790 mm, ce qui est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'une personne même d'1m60 pourrait largement monter dessus, ce qui n'est pas tout le cas de toutes les motos, et puis elle est plutôt légère, plutôt fine et maniable. Génial. Et Nicolas, ça c'est le genre de moto que tu aurais envie de piloter parce que tu as été motard dans un temps que les moins de 20 ans ne peuvent plus connaître. Quand j'avais encore le temps et pas d'enfant. Oui, bah, j'ai commencé avec une 125 MASH qui ressemblait, alors c'était une 125, hein, ouais. Mais qui ressemblait assez à cette Honda. Puis ensuite je suis passé à Harley, mais j'ai plus vraiment le temps. Et puis pour la crèche, aller chercher ma fille en Harley, c'est pas facile. Ça se fait pas trop, quoi. Et c'est vrai que là, du coup, c'est pas un peu compliqué les bouchons d'oreille avec le casque. Ouais, c'est ça. Oui, je disais, c'est quand même le look en fait qui donne un peu l'intérêt de la moto. Oui, et là, c'est une moto un peu avec un petit look sympa, effectivement. Et si des gens derrière leur écran souhaitent laisser cette moto, est-ce que c'est facile de faire un test un peu à l'image de celui que tu as fait ? Ouais, déjà, si tu as ton permis moto, oui. Ça facilite les choses. C'est possible. Il suffit juste de se rendre chez son concessionnaire. Donc là, dans l'occurrence, c'est Stemoto à Colmar. Mais aussi pour Honda, sur leur site qui est moto.honda.fr, on a la possibilité de réserver un essai de la moto. Et en ce moment, ils ont eu pas mal de nouveautés comme la Transalp, comme aussi... Pardon, j'ai perdu le nom. Oh bah ça te reviendra, tu me diras tout à l'heure quand ça reviendra. Et bon, en tout cas, pour rester dans les grosses cylindrées, on va parler d'une grosse cylindrée au niveau festival avec les Eurokéennes de Belfort. C'est l'un des plus grands festivals de l'Est, en tout cas le plus grand d'Alsace. Il s'agit de la Foire au vin de Colmar qui se tiendra cette année, tu me corriges si je me trompe, du 28 juillet au 6 août, avec près de 25 artistes à l'affiche dans tous les genres. Bon, avant d'en parler, on regarde l'un ou l'autre extrait. Au café, un collègue me dit que c'est la misère, que c'était mieux avant que tout fout le camp sur notre terre. Je le délaisse aller. Don't you know, you say you don't know, I say so fly, mon sugar honey get so fly. Défoncer l'attaque, la contre-attaque.
foncez. Je prends de la vitesse. Si vous n'étiez pas avec nous au début, vous pouvez revenir en arrière, ou le plus simple, c'est que je vous présente Nicolas Pirat qui est avec nous, directeur artistique à plein temps de la Foire au Vin de Colmar cette saison, parce que l'année dernière tu faisais encore ça avec ton prédécesseur Claude Le Bourgeois. Comment est-ce qu'on arrive à programmer un si grand festival? Est-ce qu'il y a une école de programmateurs? Alors j'aimerais bien, peut-être qu'elle est à côté de Poudlard, j'en sais rien. En tout cas, non, il n'y a pas d'école, c'est l'école du terrain. Moi, ça fait 12 ans, j'ai commencé en 2010 aux côtés de Claude. Donc c'est clairement là l'école. Voilà, chaque édition, tout au long de l'année, qu'on apprend à programmer tel ou tel événement, peu importe, mais en tout cas, moi, c'est la Foire au Vin d'Alsace que j'ai appris à programmer. Ouais. Et en gros, ton parcours, c'est quoi pour en arriver jusque-là, dans les très grandes lignes? Dans les grandes lignes, c'est beaucoup d'opportunités, d'occasions à saisir, faire ses preuves, comprendre l'événement, comprendre la logique, les équipes, s'intégrer dans les équipes, comprendre le milieu, parce que c'est vrai que c'est un milieu qui est pas forcément accessible, ou en tout cas que tout le monde n'a pas accès forcément à cet événement ou à ce milieu. Donc c'est comprendre tout ça. Moi, je suis passé par la communication d'abord, mais en vrai, c'est pas forcément là-dedans. Voilà, c'est beaucoup d'opportunités, un amour de la région et de l'événement qui m'ont amené à m'accrocher et arriver là. Et est-ce que c'est un... Oui, moi j'avais juste une petite question. Est-ce que tu as commencé tout de suite dans la prog, ou est-ce que tu as commencé le festival en lui-même, à apprendre déjà comment ça se passe, les concerts et tout ça? Non, pas du tout. Moi, en 2010, quand j'ai démarré aux côtés de Claude, alors déjà avant j'avais fait des petits jobs à la Foire au Vin, et en 2010, quand j'ai démarré aux côtés de Claude, j'étais plutôt sur la partie accueil des artistes, à ce qu'on appelle le poste de runner, pendant quelques années. Et puis après, de fil en aiguille, ça a bien accroché avec Claude. Le buzzer de la 21e minute, pardon. Tu n'es pas sanctionné parce que tes propos étaient inintéressants, loin de là, on y reviendra tout à l'heure. C'est donc le moment de vous faire gagner vos cadeaux. La mécanique est simple, mais comme d'habitude, on va la rappeler. Abonnez-vous à notre page, partagez notre publication et indiquez la personne avec qui vous aimeriez profiter des cadeaux qu'on vous propose. Et il suffit de taguer cette personne en commentaire en nous disant également le cadeau. Eh bien, les cadeaux aujourd'hui qu'on vous propose, allez, je les cherche. Il y a des casquettes et des porte-clés Honda. Et puis, on va aller crescendo avec un menu pour 2 personnes au Pantographe à Mulhouse, et également des sessions de rafting, hydrospeed ou autres sports nautiques au Parc des Eaux Vives à Huningue. Et cerise sur le gâteau, Nicolas, je te laisse présenter le lot que Colmar Expo met à notre disposition. Écoute Aurélien, ce sera 2 places du coup pour le premier concert, le concert d'ouverture avec Claudio Capéo, Zazie et Pierre Demar. Ah, ça fait rêver. On vous rappelle, la mécanique, si vous l'avez oublié déjà, elle est sur le site la21e.com. Et puis, Nicolas, avant, tu nous disais que tu avais commencé un peu en coulisses et puis à accueillir les artistes. Et après, comment s'est faite la transition pour arriver à la fonction de programmateur? Alors déjà, je suis toujours en coulisses, parce que je ne suis pas sur scène et je le serai jamais. C'est pas du tout le but. Donc, quelle était la question déjà? Justement, comment t'es passé des coulisses essentiellement à accueillir les artistes au rôle de programmer, de les faire venir? Il y a eu 2 choses. Donc moi, c'est vrai que j'ai commencé sur la partie accueil, tout ce qui est accueil hors technique, on va dire, puisque la technique, il y a des métiers. Pour le coup, il y a des écoles pour la technique avec des jobs bien précis, des métiers bien précis. Et ça rigole pas, ou en tout cas, ça rigole moins que la partie programmation, on va dire. Mais moi j'étais sur la partie accueil artistique, qui est une partie très importante, surtout à Colmar, où on met vraiment l'accent sur l'accueil artistique. C'est vrai que on est une ville de taille moyenne, on est j'ai envie de dire un petit festival à taille humaine, avec une équipe familiale et tout. Donc nous on a à cœur depuis toujours, depuis que je suis arrivé, et puis même depuis avant que je sois là, de soigner l'accueil des artistes, mais de soigner l'accueil de toutes les équipes qui accompagnent l'artiste.
Et puis voilà, de fil en aiguille, en passant par l'accueil, après j'avais des bons contacts avec Claude, on avait toujours des bonnes discussions centrées autour de la musique essentiellement surtout. Donc de fil en aiguille, ça s'est passé comme ça. Alors, j'ai entendu dire que la foire au vin était le meilleur catering de France. Alors, le catering, pour rappel, c'est le fait de nourrir les artistes et c'est la restauration en fait sur place pendant le festival. Est-ce que c'est vrai ? Alors, je sais pas si c'est vrai parce que j'ai pas fait le tour de tous les caterings de France. C'est sûr que c'est ce que tu dis là, Mathieu, c'est un super exemple. Le catering, c'est pas juste pour comment dire, on n'est pas juste là pour en mettre plein la vue ou quoi. C'est juste pour que des artistes ou en tout cas le personnel qui est autour des artistes, parce que quand on accueille une production, il peut y avoir jusqu'à 40, 60 personnes qui entourent le groupe ou l'artiste. Faut savoir quand même que ces gens-là sont sur la route parfois pendant 6 mois, voire 1 an. Donc quand ils viennent chez nous, pour eux, nous, la foire au vin, c'est 10 jours dans l'année. Donc, voilà, pour eux, c'est comme ça tout le temps. Donc c'est vrai que c'est pas juste pour... au catering, il n'y a pas du vin à gogo, du champagne ou quoi. Hein. C'est juste que par contre, on soigne bien, on a des produits frais, des produits locaux. Et puis on a une super équipe au catering. Donc je ne sais pas si c'est le meilleur de France, mais en tout cas, on se régale bien et ça permet d'avoir une bonne ambiance et de travailler dans des bonnes conditions. Et justement, est-ce qu'il y a un artiste qui t'a paru humainement très abordable, qui t'a marqué ces dernières années ? Il y en a, il y en a à chaque édition, que ce soit des artistes qui me plaisent personnellement, ou je suis content parce qu'il n'y a pas de mauvaise surprise, donc ça c'est chouette, ou des artistes qui ne sont pas du tout dans mon style, dans ce que j'écoute, je suis pas dans la tranche, on va dire, et par contre c'est là qu'on a les plus belles découvertes. Surprise. Je vois par exemple cette année on retrouve Soprano. Alors c'est vrai que Soprano, moi c'est un artiste que j'écoutais plus quand c'était sa période dans les psychiatres de la rime, quand c'était plus du rap, on va dire. Maintenant que c'est devenu plus variété urbaine, on va dire. Alors je suis un peu moins la cible, même si je respecte énormément ce qu'il fait et énormément sa carrière, parce que c'est vraiment un grand monsieur. Pour le coup, Soprano, ça a été une rencontre superbe, quoi, parce que on va pas chercher plus que ça, mais par contre c'est quelqu'un d'extraordinaire, de généreux, et les concerts, moi j'ai des artistes comme ça, quand on a une salle pleine, parce que Soprano c'est des salles pleines à chaque fois, et je peux vous dire que pendant 2 heures vous voyez 10 000 personnes avec les yeux grands comme ça qui brillent, et puis à chanter les chansons par cœur pendant les 2 heures du début à la fin, ça fait quelque chose. Et pour faire une programmation, est-ce que tu l'as fait plutôt selon tes goûts personnels, ou tu es obligé aussi, parfois, on va pas te demander de nom, hein, c'est pas la question piège, de faire appel à des groupes que tu sais ne pas trop aimer, mais qui vont cartonner, ils vont attirer du monde. Est-ce que tu as des contraintes à ce niveau-là ? Alors c'est clair que la programmation, elle se fera pas selon mes goûts personnels. Ça, c'est j'ai envie de dire, c'est presque la base du métier, quoi. Parce que surtout là où on n'est pas sur un festival spécialisé dans une thématique. Donc là, pour le coup, si c'est un festival spécialisé, vaudrait mieux que le programmateur aime beaucoup ce style. Nous, la Foire au Vin, c'est un festival, on est sur 10 jours, on doit avoir 10 têtes d'affiche, une tête d'affiche tous les soirs, ou 2 ou 3. Et on essaye, on est sur une ville de 70 000 habitants. On essaye d'avoir un maximum d'Alsaciens tous les soirs, en l'occurrence 10 000 au maximum. Et pour ça, on a 11 concerts, il faut qu'on puisse toucher, et c'est notre but, c'est l'ADN de la Foire 20, de toucher toutes les générations, tous les styles. Et après, on est dans l'univers de la Foire au Vin, donc depuis 1948, c'est un événement qui est populaire, festif, et qu'on essaye de retranscrire dans la programmation. Donc non, on ne va pas retrouver mes goûts, parce que ce serait
c'est pas cohérent, ça s'adresse pas à moi. Moi, le but vraiment, encore une fois, c'est qu'il y ait un maximum de monde qui vienne et que tout le monde puisse se retrouver dans au moins une soirée, si ce n'est plus, puisqu'on sait très bien que voilà, on a la chance d'avoir un public qui nous suit sur 2, 3, 4 soirs parfois. Donc c'est vraiment le but. Et c'est comme ça qu'on voit la foire au vin et c'est comme ça qu'elle va continuer à perdurer. Et autour de la table ou derrière en régie, s'il y a un concert que vous devez retenir de cette année, enfin lequel vous aimeriez voir? Je pense à Chaka Ponk. Je suis fan aussi. Voilà. Déjà parce que c'est des bêtes de scène, mais en plus ils ont annoncé que c'était leur dernière tournée. Donc, le Final Fucked Up Tour. Bon, on peut regarder un petit extrait d'ailleurs. Et toi, Caroline, qu'est-ce qui te tenterait? J'avoue que la programmation de la première soirée me tente bien. Avec, on le rappelle, le 28 juillet, Claudio Capéo, Zazie et Pierre Demar. Un petit mot peut-être sur Pierre Demar, c'est le moins connu des trois, c'est un artiste émergent. Comment pourrais-tu nous le présenter en quelques mots? Écoute, c'était un des phénomènes de l'année qu'on a signé en fin d'année 2022, je crois, ou tout début 2023. C'est vrai que il fait partie des phénomènes musicaux de l'année. Là, il nous vient tout droit de Belgique. Il a 21 ans ou 23 ans, je crois. C'est vraiment de ce qu'on aime bien, de la belle variété. Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change, tu sais. Et puis c'est vrai qu'accompagné du régional, du local, notre chouchou Claudio Capéo, et d'une grande dame de la chanson française qui est Zazie, c'est vraiment la soirée, j'ai envie de dire, qui vient représenter vraiment ce qu'est la foire au vin et l'ADN. Voilà, on est sur du populaire, du festif, de la variété. Et multigénération. Et multigénération, exactement, parce que c'est vrai que ce qu'on aime bien sur nos soirées, souvent, c'est pas mixer le public, mais en tout cas se faire rencontrer des personnes qui n'iraient pas, des personnes qui vont aller voir Claudio Capéo au Zénith ou Zazie au Zénith, et là d'un coup ils peuvent se rencontrer, et puis il y a un petit lien en plus, il y a Pierre Demar avec, donc c'est top. Et Mathieu, on ne t'a pas oublié là en dessous. Toi, c'est quel concert qui te tenterait le plus cette année? Moi, Chaka Ponk, bien sûr. Louise Attaque aussi, parce que je les ai jamais vus. Donc voilà, et puis c'est typiquement ce que j'écoutais quand j'avais 20 ans. Donc c'était il y a longtemps, mais ça me ferait plaisir de l'entendre en vrai dans la coquille surchauffée. Avec Isia surtout en début de soirée. Ouais, Isia, bien sûr. Isia qui est incroyable. Pareil, on parlait de Chaka Ponk et on a Matmata avec. Enfin voilà, c'est clairement ces petites associations qu'on aime bien à la foire au vin, qui sont des fois pas évidentes, pas forcément logiques. C'est vrai que par exemple, on m'a dit oui, mais pourquoi t'as pas fait Louise Attaque, Matmata et Isia, Chaka Ponk? Ça aurait été logique, mais c'était trop évident, on va dire. Et puis le fait c'est vrai, ce côté, se faire rencontrer le public, c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN de la foire, du festival bien sûr, mais de la foire avant tout. Vous allez passer une soirée dans les allées de la foire au vin, je pense que vous connaissez tous ici, hein, Aurélien. Les allées ou les concerts, un peu tout. Ouais. C'est la spécificité. Quand on se balade dans les allées de la foire, clairement, il y a toutes les générations, et puis il y a cette espèce d'osmose, d'ambiance que on peut retrouver sur des soirées. Louise Attaque, une génération, Isia, une autre. Voilà. Et puis on pourrait en parler pendant des heures de la foire au vin, mais on va bientôt rendre l'antenne. On va quand même juste rappeler deux événements en termes de grand écart artistique. Il y a la soirée de la veille de la clôture, où il y a en fin d'après-midi, début de soirée, Aldebert. C'est plutôt enfantin, des chants pour enfants, pour famille, avec un tarif spécial avantageux pour la famille. Et le soir, vous enlevez tout, et il y a la nuit blanche qui est de minuit à 5h du matin avec plein de DJ. Pour les plus grands enfants. Voilà. Pour les plus grands enfants. Et puis le soir de clôture, le 6 août, se fera avec un trio d'humoristes, dont un Alsacien, Hakim Gemili, accompagné de tête de Jérémy Crédville et la tête d'affiche Kev Adams. En tout cas, il y en a pour tous les goûts. Hein. On n'a pas encore cité, mais il y aura aussi Earth, Wind and Fire, Florent Pagny, SCH,
Flash. Franz Ferdinand. Franz Ferdinand. Ouais. Ça aussi, un de mes gros coups de cœur, même si ça ne vous intéresse pas. Mais bon, en tout cas, voilà. Merci beaucoup, Nicolas, de nous en avoir dit plus sur la programmation de cette 74e ou 75e foire. Non, 74e foire au vin. C'est donc la fin de cette émission. On compte sur vous pour nous faire part de tous vos commentaires. On remercie Colmar Expo et Nicolas Pirat de vous offrir des places pour les concerts, le concert inaugural de la foire au vin le 28 juillet avec Zazie, Claudio Capéo et Pierre Demar. Merci aussi à Honda pour les casquettes et les porte-clés, le Pantographe pour son menu 2 personnes, ainsi qu'on ne les oublie pas, le parc des Eaux Vives à Huningue pour des initiations, enfin des entrées pour pratiquer l'hydrospeed ou le rafting ou le canoë. Et puis merci encore à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le 21 juillet à 21h pour notre 5e numéro. À très bientôt. Ciao. Salut.